Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much indeed, Moaz Chouakchouk. Merci beaucoup, The Assistant Director General of à Monsieur Communication and Chouakchouk, Information here at ADG UNESCO. pour I would now like to invite la communication et Thierry App, who is l'information. the founder and Je the voudrais maintenant president inviter of the Thierry NetExpo App, qui est Observatory, to please fondateur come up on the stage. de Thierry App, à venir nous rejoindre. Mesdames et messieurs, Monsieur Moaz Chouakchouk, Excellence, je suis très heureux d'être parmi vous et merci d'être aussi nombreux à cette 12e édition du Forum NetExplo. Comme vous le savez, le Forum NetExplo est né en 2007. Nous l'avons créé avec Martine Bidguin, ici présent dans cette salle, et l'UNESCO nous a rejoints 2 ans après. Pour démarrer, pour commencer cette 12e édition du Forum NetExplo, permettez-moi de rendre hommage à une personne dont a parlé Moaz Chouakchouk. Cette personne est décédée, nous a quittés en janvier dernier. Elle a joué un rôle extrêmement important dans le développement de NetExplo, dans le partenariat qui nous lie entre l'UNESCO et l'Observatoire NetExplo. Il était directeur de la Société des Savoirs de l'UNESCO, Monsieur Indrajit Banerjee. Thank you very much. I won't be long. It's been a long day, and I'm very grateful to all of you because, as I always say, there's no rock star without an audience. So these are our rock stars today, and I would like to thank you on behalf of UNESCO for having come, graced the occasion, being present, appreciating all that we've done. Thank you really very much on behalf of UNESCO. It's been a pleasure working on NetExplo for many years now, and we hope the partnership continues. UNESCO is actually looking forward to the challenge of working with our member states to ensure that we build smart, intelligent, livable and prosperous cities for all our citizens around the world. Merci. Je voulais dire que Indrajit nous manque beaucoup et je pensais à Caroline et Mira qui sont dans cette salle de la part de toute l'équipe de NetExplo. Alors, cette 12e édition du Forum NetExplo que nous avons préparée avec Indrajit, avec toute l'équipe, avec M. Moaz Chouakchouk, avec Davide Storti, toute l'équipe de l'UNESCO, que je remercie ici, elle aura 2 thèmes cette année, 2 moments forts. Le premier moment fort, c'est la journée que nous allons vivre ensemble sur l'innovation digitale mondiale. C'est notre 12e édition. Je vais vous présenter en avant-première quels sont ces lauréats, comment nous avons procédé et pourquoi ces innovations vont probablement avoir un impact très important dans l'avenir. Le deuxième événement se passera jeudi, c'est-à-dire demain et vendredi à l'UNESCO. Il réunira 800 décideurs des villes du monde entier et c'est un observatoire et une formation consacrée aux Smart Cities sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Alors cette première journée, ce 12e Forum NetExplo, nous essayons toujours de répondre à une question qui est où en est le digital mondial en ce moment. Et s'agissant de ce travail, nous l'effectuons avec notre réseau de professeurs d'universités mondiales qui sont tous dans la salle, ils sont 21. Je tenais à les remercier chaleureusement pour leur travail. Ils ont 3 missions à nos côtés. La première, c'est de donner les orientations stratégiques de cet observatoire, ce qu'ils ont fait hier à l'occasion de UNESCO NetExplo Advisory Board. Une réunion s'est tenue ici à l'UNESCO sous la présidence de M. Chouakchouk. Et ils ont une deuxième mission, c'est celle de publier. Et comme le dit M. Chouakchouk,
L'année dernière, ils ont publié sur l'intelligence artificielle. Cette année, c'est sur le sujet de l'EdTech, de l'éducation, de Human Learning in the Digital Era, que je vous encourage à télécharger sur le site NetExplo UNESCO. Vous verrez, c'est vraiment intéressant d'avoir une vision mondiale de tous ces sujets-là. Et puis, la troisième mission, c'est de travailler avec leurs élèves pour capter toutes les innovations mondiales partout dans le monde. Et ceci aboutit aujourd'hui à un travail colossal de 2500 innovations, nouveaux usages, qui ont été identifiés dans le monde, et 100 ont été sélectionnés dans ce qu'on appelle notre palmarès NetExplo 100, qui sont les 100 usages qui devraient avoir un impact significatif dans les années à venir. Sur ces 100 qui ont nourri nos tendances, il y en a 10 pour lesquels les professeurs ont voté, et ce sont nos lauréats. Ces lauréats, ils sont tous ici à Paris, et je tenais à les remercier d'être venus de tous les coins du monde. Vous les découvrez ici même, je vous propose de les passer en revue, parce que vous allez pouvoir les écouter, vous allez pouvoir comprendre quelles sont leurs innovations et leur impact. La particularité, c'est qu'ils viennent du monde entier, comme je l'ai dit. Ils sont effectivement dans les domaines les plus pointus de l'intelligence artificielle, mais certains ont appliqué des low-tech dans des domaines extrêmement utiles, avec une efficacité reconnue. Une particularité aussi, c'est que 8 sur 10 ont une vocation, qui est une vocation sociale, sociétale. Ça, c'est intéressant, parce qu'on voit bien que le concept de Tech for Good, qui est si cher à notre président français Macron, est manifestement bien en marche dans ce qu'on peut observer au niveau mondial. Alors, quels sont ces 10 lauréats? Je vous propose de les passer en revue rapidement par ordre alphabétique. Le premier d'entre eux s'appelle AI Biodiversity Monitor. C'est un programme anglais qui a été développé pour préserver la biodiversité grâce à l'intelligence artificielle et une sorte de Shazam pour les espèces en disparition, en danger. Le deuxième est un projet japonais qui s'appelle BioHybrid Robot et qui est le fruit d'un chercheur japonais pour fusionner la robotique avec l'organique, où on va mettre en situation des muscles qui vont renforcer en quelque sorte un robot. Et c'est vraiment une recherche très spectaculaire qui préfigure un certain nombre de développements à l'avenir sur ce sujet. Le troisième, c'est une innovation israélienne qui s'appelle DID, qui a la particularité de sécuriser la reconnaissance de nos images. Vous savez qu'on a tous des photos sur nos ordinateurs. Aujourd'hui, avec la reconnaissance faciale, on peut savoir qui est sur une photo, même s'il n'a pas autorisé la possibilité qu'on puisse donner son identité. Et cette start-up israélienne a travaillé sur un procédé numérique particulièrement intelligent qui permet effectivement de préserver cette identité. Le quatrième s'appelle FACMATA. FACMATA, c'est la collaboration entre l'intelligence artificielle et le robot pour lutter contre la désinformation, ce qu'on appelle les fake news. Le suivant, Sweden, vient de Suède, Furat. Alors Furat, c'est un robot humanoïde qui a une expressivité réellement proche de l'humain et qui va permettre des interactions facilitées entre des humains et des robots. Vous allez voir une démonstration aujourd'hui. Je pense que c'est très spectaculaire. iCut, ce sont des lycéennes du Kenya qui sont venues spécialement aujourd'hui à l'UNESCO et qui ont développé une application mobile pour lutter, combattre, éduquer, informer sur l'excision en Afrique. Rainbow, c'est un projet d'Afrique du Sud et c'est un chatbot pour venir en aide aux victimes des violences conjugales. Spatial, c'est un projet, un développement de réalité mixte associant la réalité augmentée et virtuelle pour travailler ensemble, même si on télétravaille, et avoir le sentiment que nous sommes dans la même pièce. SoundShirt, Monsieur Moïse Chakchouk en a parlé tout à l'heure, c'est une innovation tout à fait intéressante qui permet à des malentendants, grâce à une veste bourrée de capteurs, de pouvoir ressentir la musique et donc permettre une perception comme si on l'entendait pour des personnes malentendantes. Et TCAV, le dernier, c'est un projet qui nous vient des États-Unis par une jeune femme chercheuse chez Google Brain et dont la particularité, c'est d'ouvrir la boîte noire de l'intelligence artificielle pour savoir quelles sont les décisions qui sont prises par les algorithmes, ce qui est un sujet bien évidemment extrêmement stratégique en termes d'éthique. Voilà, ce sont nos 10 lauréats, et ces 10 lauréats ont nourri bien évidemment nos tendances
tendance qui seront présentées juste après en 3 parties dans la journée. Nous avons décidé de les appeler chez NetExplo A Tale of Two Futures. Alors pourquoi un récit à 2 futurs? Parce que nous sommes manifestement à un point vraiment de convergence sur comment notre avenir va se dessiner avec l'intelligence artificielle, avec l'ensemble de ces outils que vous allez voir. Et vous allez voir que ces 2 choix nous appartiennent. Elles appartiennent bien sûr aux humains, mais c'est des choix que nous allons devoir faire par rapport à cette technologie. Et je vais laisser à ce titre Sandrine Catla, notre directrice associée en charge de la recherche, partager avec vous en 3 étapes ces tendances. Nous allons recevoir aussi d'autres invités, en plus de nos lauréats et de nos professeurs, puisqu'on aura la chance d'accueillir Moustapha Cissé. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais Moustapha Cissé, c'est une star montante de l'intelligence artificielle. Il est sénégalais. Il était un des chercheurs vedettes de Facebook, qu'il a quitté dernièrement pour Google, pour monter tout un projet d'école d'intelligence artificielle sur le continent africain. La première a été créée à Kinshasa, Rwanda. Et son objectif, c'est de préparer une élite africaine à pouvoir être autonome en matière d'intelligence artificielle sur tout le continent africain. Donc on aura le plaisir d'accueillir Moustapha Cissé. Claire Boonstra. Alors Claire Boonstra, on a un petit coup de cœur pour elle, parce que Claire, c'était notre Grand Prix NetExplo 2010, avec une innovation qui a changé beaucoup de choses, c'est l'AR. Et l'AR, c'est une réalité augmentée appliquée sur le smartphone. C'était vraiment le pionnier à l'époque. Claire nous a fait le plaisir de revenir à Paris cette année, pour une raison simple, c'est qu'elle a décidé de prendre une orientation qui est sur l'éducation. Et sa vision sur ce qu'elle appelle Education Operation nous a semblé réellement pertinente, et c'est la raison pour laquelle nous lui avons demandé de partager cette vision avec vous tous. Yves Bellman, effectivement, va être particulièrement, je dirais, dans l'actualité aujourd'hui. Yves Bellman, c'est le fondateur et créateur d'une start-up, comme le disait Julia tout à l'heure, qui est une pépite, qui travaille sur la visualisation 3D du patrimoine. Donc si vous avez été voir l'Institut du monde arabe il y a quelques mois cet hiver, vous avez probablement vu les représentations de Mossoul ou Palmyre qui sont reconstituées grâce au 3D, puisqu'elles ont été détruites par les talibans, comme vous le savez. Et ces trésors de l'humanité, qui sont patrimoine de l'UNESCO, sont effectivement aujourd'hui totalement reproductibles grâce au travail qu'ils ont fait en matière de 3D. Donc vous imaginez les possibilités qui sont offertes aujourd'hui dans l'actualité, le contexte de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Vous voyez que l'actualité, quelquefois, nous rattrape par rapport à ces innovations. Et puis, on aura le plaisir d'avoir Bin Kim. Bin Kim, c'est une des 10 lauréates. Elle travaille chez Google Brain et nous allons donc avoir la chance de l'écouter sur le sujet de l'éthique et de l'intelligence artificielle, puisque un algorithme n'est jamais neutre et que, bien évidemment, le sujet, c'est quelle va être la gouvernance et les choix sur ces algorithmes pour la suite. Et puis enfin, on aura le plaisir d'accueillir Joël de René. Donc je pense que je n'ai pas besoin de présenter Joël de René. Joël nous fait l'amitié d'intervenir depuis le premier forum et il va nous parler de la fusion entre les technologies digitales et la biologie. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la question qu'on se pose toujours, c'est où en est le digital en ce moment? Et si on prend l'année 2018-2019, ça ne va pas vous surprendre. Ce qu'on voit émerger dans notre observatoire, c'est bien sûr tout ce qui est intelligence artificielle, fake news, deep learning, 5G. On a beaucoup parlé de Huawei aussi, de Chine, de BitDance, vous savez, la start-up chinoise la plus valorisée du monde, de Fortnite avec ses 200 millions de joueurs, de e-sport. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la France est championne du monde de e-sport en football. Je crois que c'est tombé hier. Hein. Data privacy, de digital divide, de fracture numérique, de deepfake et de smart cities. S'agissant des smart cities, c'est vraiment le sujet que nous avons retenu aujourd'hui. Et ce sujet va faire l'objet, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un programme qui est une première, qui s'appelle NetExplo Smart Cities Accelerator. Pourquoi NetExplo s'est intéressé aux smart cities? Parce que nous assistons à une accélération mondiale du phénomène d'urbanisation sur notre planète. Selon l'ONU, aujourd'hui, en 2019, nous avons 55% de la population qui vit dans une zone urbaine. En 2050, les projections de l'ONU, c'est 68%. Il y aura 2,5 milliards de personnes en plus, dont 900 Chinois. Et la particularité, c'est que déjà pour 2030, l'ONU estime qu'il y aura 43 mégapoles de plus de 10 millions d'habitants.
10 millions d'habitants, c'est pratiquement la région Île-de-France, hein, on est à 12 millions. Ça vous situe la concentration urbaine qui est en train de s'opérer. Et si on regarde plus précisément les toutes premières, on s'aperçoit que Delhi, ce sera 39 millions, Shanghai, 32, Dhaka au Bangladesh, 28, Le Caire, 25 millions, Bombay, 24 millions, Pékin, 24 millions, Mexico, 24 millions, Sao Paulo, 23, Kinshasa, 21, Lagos au Nigeria, 20, Karachi au Pakistan, 20, et enfin New York, 20 millions. Et ça ne nous aura pas échappé que 85% de ces mégapoles sont en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Alors, déjà aujourd'hui, 80% du PIB, il est produit dans ces grandes zones urbaines. Et la particularité, c'est qu'on assiste à une compétition effrénée sur les talents. Et cette compétition, elle se traduit dans certains pays, comme par exemple à Dubaï, où 83% de la population, ce sont des résidents étrangers qui viennent de 200 pays qui parlent 140 langues. Nous avons affaire à des concentrations exceptionnelles sur ce sujet, avec quand même des problèmes de pollution, d'embouteillage, de stress hydrique, de spéculation immobilière, qui font que ces mégapoles, elles sont de plus en plus contestées. Et nous assistons à une vraie crise identitaire de ce phénomène de concentration. Crise identitaire qui, bien évidemment, nous amène à une urbanisation à deux visages. D'un côté, les smart territories, ces espaces de villes qui deviennent de plus en plus, je dirais, équipés, accompagnés, sur lesquels vous allez trouver tous les services, qui soient de santé, d'éducation publique, et tous les centres d'intérêt d'éducation ou de commerce. Et puis de l'autre, ce que j'appelle les territoires fragiles, qui sont bien évidemment des espaces beaucoup plus éloignés des centres-villes, et puis quelquefois même des bidonvilles qui viennent centurer les grandes métropoles. Alors, tout ça pour dire que on a des questions qui se posent, c'est-à-dire quel indicateur on pourra développer dans l'avenir, et aujourd'hui même, sur l'amélioration de notre qualité de vie dans ces villes. Il y en a deux qu'on a retenus, nous, qui nous semblent intéressants. Le premier, c'est bien évidemment le temps de transport. Donc, il y a un institut d'études qui s'appelle INRIX, qui chaque année fait un classement des embouteillages dans les grandes villes, en temps passé par année dans les embouteillages. Et ça ne vous surprendra pas, ce qu'on retrouve en premier, c'est Los Angeles avec 102 heures, Moscou et New York 91, Sao Paulo 86 heures, San Francisco 79 heures. Tous ceux qui font la 101 savent à quel point c'est compliqué aujourd'hui entre la Silicon Valley et San Francisco. Bogota 75, Londres 74, Atlanta 70, Paris 69 heures passées dans les embouteillages par an en moyenne par les personnes qui sont sur ce sujet. Donc vous voyez que c'est compliqué. Et si on regarde bien, eh bien, on s'aperçoit que le coût annuel pour une nation peut être considérable. Les États-Unis, la moyenne, c'est 1 445 $ de temps perdu, d'argent perdu dans ces embouteillages, ce qui veut dire pour un pays de plus de 211 millions de véhicules, bien 300 milliards qui s'envolent en fumée dans, je dirais, le développement économique et le temps perdu par les personnes. Le deuxième indicateur, c'est la qualité de l'air. Alors, ça, vous le savez, c'est un grand sujet. L'OMS, chaque année, fait un classement. Et il faut savoir que si on prend les seuils, Paris est à 35 de taux de concentration de pollution en particules fines par mètre cube. Delhi a dépassé les 200 et approche les 300. Et vous voyez que Dakar, Mumbai et Beijing deviennent des villes qui deviennent de plus en plus insupportables en matière de qualité de l'air. Alors tout ça pour dire que les technologies digitales sont en train d'apporter des réponses et ouvrent de nouvelles voies sur ces sujets, dans toutes ces technologies que nous abordons à Netexplo depuis des années. Et on voit déjà des premiers exemples qui sont des fois très simples, mais qui permettent d'améliorer la vie et qui nous donnent des pistes. En voilà quelques-uns. Le premier à Londres, où la municipalité, avec la société Dyson, a proposé aux collégiens d'avoir des sacs à dos avec des capteurs qui vont mesurer l'air et qui vont permettre de dire voilà les zones qui sont particulièrement polluées, en proposant des itinéraires pour que les collégiens puissent aller à leur établissement scolaire en échappant en quelque sorte aux zones de pollution extrêmes. À Séoul, où le gouvernement a lancé un programme qui est basé sur la blockchain et qui va inciter les citoyens
par la gestion de leurs déchets, par la prise des transports en commun, de pouvoir bénéficier de bonus qui vont les aider par la suite à pouvoir obtenir des réductions sur un certain nombre de services et de produits, et tout ça par leur bonne conduite écologique. Lomé, le WoLab, dont nous avons parlé il y a quelques années et même primé, est un dispositif particulièrement intéressant qui est sur un sujet déterminant, c'est celui de nouvelles technologies au service de la population. Et Lomé a créé une imprimante 3D à partir de recyclés, de produits électroniques recyclés, qui aujourd'hui se développent partout en Afrique au moindre coût et qui leur permet de développer ce concept de hub cities africain. Suqian en Chine. Alors la Chine est particulièrement intéressante parce que bien évidemment, à l'échelle de la Chine, les mises en place technologiques deviennent très intéressantes à regarder en termes d'expérimentation. La Chine a travaillé à partir des caméras vidéo et de l'intelligence artificielle sur la reconnaissance faciale de l'ensemble de la population, avec un objectif, c'est de pouvoir sécuriser au maximum les espaces publics et même de pouvoir faire des notations. Et vous avez comme ça des notations sociales des personnes qui vont leur ouvrir des portes ou non par rapport à des services d'État en fonction de leur comportement public. Toronto, où il y a une expérimentation très intéressante sur les quais de Toronto avec Sidewalk Labs, qui consiste à imaginer que le pavement, les trottoirs, le surface au sol puisse servir à plusieurs utilisations. Puisse servir à faire passer des voitures quand il y a beaucoup de circulation, mais également puisse servir à d'autres choses, à d'autres moments de la journée. Donc c'est carrément un support modulable en fonction des besoins d'utilisation de la population. Helsinki WIM, on en parlera, Smart Cities Accelerator, c'est une application qui est un peu le Netflix du transport et qui va permettre à un certain nombre de personnes de pouvoir dire aujourd'hui je prends le bus, demain je prends un vélo, je prends un taxi, je prends une voiture, comme vous le souhaitez, à partir d'un forfait mensuel qui est bien sûr optimisé pour l'ensemble de la population de la capitale finlandaise. Et puis enfin à Dubaï, qui est la première ville à avoir accepté l'expérimentation des drones qui portent des individus, des drones de transport. Donc là c'est Ehang, la compagnie chinoise. Ils ont une autonomie de 30 minutes et vont permettre aux gens de se déplacer sur des zones qui sont bien sûr sécurisées. Et ça c'est une évolution majeure qu'on peut imaginer en matière de ville. Alors tout ça, vous enverrez beaucoup d'informations pour vous qui participez à cette journée mais qui n'êtes pas forcément là demain. Sachez que vous pouvez télécharger 2 livres qui sont publiés par l'UNESCO et NetExplo et un qui est un yearbook d'actualité sur netexplosmartcities.com. C'est bien évidemment libre de droit puisque nous le publions avec l'UNESCO pour l'ensemble des gens qui seraient intéressés à avoir accès à ces informations. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'innovation, on va parler de nos lauréats, on va parler de tendances. Et vous allez pouvoir écouter et rencontrer tous ces innovateurs qui sont en train de changer notre vie de demain. Je laisse la parole à Sandrine Catla et je vous remercie. Je vous souhaite un excellent forum. Merci.